Bonjour à tous et bienvenue pour cette session digitale organisée au sein du studio de Décideur RH sur un thème que j'ai hâte de pouvoir développer avec vous puisqu'il donne envie de se projeter vers l'avenir, vers la suite, vers la sortie de crise, celui de l'art de mobiliser les énergies pour passer à l'action. C'est une session que nous avons co-construite avec Grant Alexander et plus précisément son pôle exécutif intérim, donc spécialisé dans le management de transition, que vous représentez aujourd'hui, Antoine Grenet. Merci d'être avec nous. Et nous avons la chance d'avoir le témoignage alors en plateau de Claudine Catino. Je vous laisserai vous présenter une minute, et de Didier Château de la Générale des Services à distance. Voilà, nous vous voyons à l'écran. Merci Didier de votre présence. Je vais commencer par vous laisser vous présenter, effectivement, qu'on prenne le temps de comprendre dans quel contexte se situe votre témoignage avant qu'on aborde le vif du sujet. Donc Antoine, je démarre par vous. Alors bonjour Marie-Hélène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Grenet, je suis directeur associé au sein du groupe Grant Alexander sur l'activité management de transition. J'ai occupé auparavant des fonctions dans l'environnement agroalimentaire sur des enjeux de business développement et de transformation à la fois en France et à l'étranger. Alors qui nous sommes, Grant Alexander? Nous sommes un groupe de conseils et de services autour des ressources humaines, articulés autour de 3 métiers fondamentaux: la chasse par approche directe sur les fonctions exécutives, le management de transition et un pôle conseil qui regroupe à la fois nos activités de leadership développement et aussi d'organisation et de transformation sur le plan RH. Vous êtes combien aujourd'hui? On est pas loin d'une cinquantaine. Et pas que à Paris, je crois Et bien. pas que à Paris, parce que moi-même je représente une antenne régionale puisque je suis basé à Nantes. Et aujourd'hui, l'empreinte du cabinet se fait aussi sur un pôle à Toulouse, à Marseille, à Lyon. Et puis on vient récemment aussi d'ouvrir un bureau en Afrique, à Abidjan, donc, ce qui prouve aussi que l'ambition, c'est de se développer sur le plan international. Donc voilà. À suivre alors là-dessus. Tout à fait. Claudine. Oui, bonjour, Claudine Catino. Je suis manager de transition. Je réalise des missions d'accompagnement dans le cadre des fusions-acquisitions. Donc, je pilote, coordonne les transformations dans le cadre de fusions-acquisitions. Et aujourd'hui, j'accompagne, grâce à Alexander, Grant Alexander, une entreprise de 1000 personnes qui fusionne 5 organisations de ex-nihilo. C'est passionnant, voilà, j'adore ce métier et on est complètement dans la transformation. Eh oui, et globalement qu'on abordera tout au long de Absolument. notre matinale. Merci Claudine. Et en dernier lieu, je vous laisse la parole à vous Didier pour vous présenter depuis chez vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Didier Château, cofondateur PDG de Générale des Services, qui est un réseau d'agences nationales de services à la personne avec 75 implantations, environ 2500 salariés, un volume d'affaires de 30 millions d'euros, qui existe depuis donc 22 ans. Par ailleurs, j'ai créé une start-up qui s'appelle Domus Prévention. Et puis, j'ai des mandats aussi. Je suis élu chambre de commerce, en charge notamment pour CCI France, de la Silver Economy et au niveau de ma fédération professionnelle, en charge de la formation professionnelle dans les services à la personne. Merci. Et on a bien l'intention d'utiliser l'ensemble de vos casquettes pour nos réflexions. Alors, on va démarrer. Juste un mot pour commencer sur un peu le contexte de cette matinée, pourquoi on a posé cette problématique, pourquoi on l'a construite avec vous, Antoine. On a eu des premiers retours quand on a communiqué pour démarrer sur ce thème. Bien sûr que le contexte de la crise sanitaire et économique que nous traversons va teinter nos propos, et bien sûr que on souhaite traiter de la façon dont on remobilise les équipes et qu'on se met en jambes en période de sortie de crise. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est d'aller au-delà, puisque vous êtes tous spécialistes de la transformation dans différents types de contextes, de rapprochement, de fusion, acquisition, de développement, de croissance également. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un panel, une réflexion plus large, globalement, sur les enjeux de transformation. Peut-être, Antoine, vous, pour démarrer, que vous, en complément de ce que je viens de poser comme cadre, vous diriez de ce que vous avez envie d'aborder et de pourquoi ce thème est important pour Grant Alexander.
Alors, j'associe pleinement Claudine et Didier Oui, aussi bien sûr. à ce choix, mais plutôt qu'une énième litanie sur les injonctions, on va dire un peu anxiogènes du monde d'après, on avait plutôt l'ambition de parler en fait du contexte de crise et du contexte du Covid qu'on traverse tous, plutôt comme d'une formidable en fait opportunité d'accélérer le phénomène de transformation. Donc voilà, donc au menu, on va plutôt parler de leadership, on va parler d'enjeux de transformation, on va parler d'engagement, on va parler d'énergie, on va surtout essayer d'insuffler une énergie positive. Et c'est ce qu'on veut partager aujourd'hui avec l'ensemble des auditeurs. Donc voilà. Alors, on y va. Justement, pour vous participants, je vous précise, mais vous en avez l'habitude, que vous pouvez adresser vos questions au fil de l'eau pendant l'ensemble de nos échanges, mais qu'on va plutôt réserver un temps pour la fin de la session pour les aborder, vos questions, vos commentaires et vos envies de préciser tel ou tel point. Voilà, n'hésitez pas. La première chose qu'on s'est dit qu'on devait évoquer, puisqu'on cherche à remobiliser ou mobiliser en tout cas les énergies, c'est de quoi on parle quand on parle de ces énergies et comment on fait pour sentir un peu les choses, l'état des équipes et des collaborateurs, comment on fait pour sonder les énergies. Je me tourne encore vers vous, Antoine, pour démarrer, parce que c'est quand même le propre du métier du management de transition, que d'apprendre, et puis Claudine, vous compléterez avec votre propre regard, que d'apprendre dès qu'on arrive sur une mission à se faire une idée de l'état des lieux en termes de morale, de dynamique et donc d'énergie des collaborateurs. Ce qui amène les managers de transition à développer des techniques, des postures, des habitudes de travail là-dessus pour sonder un peu les choses. Qu'est-ce que vous diriez qu'on peut en retenir tous, même si on n'est pas dans un contexte de transition forcément? Alors, mobiliser les énergies quand on est manager de transition, c'est un vrai savoir-faire. Voilà. C'est un savant mix, on va dire, entre à la fois des compétences et aussi une logique de méthode, notamment dans des phases particulièrement importantes. Le diagnostic et la phase d'entrée en mission en est une. Donc, de quelles compétences on se parle? C'est les fameuses soft skills qui sont extrêmement importantes, puisque le manager de transition dans des phases de démarrage de mission, et c'est pas Claudine qui démentira, va devoir exacerber en gros tous ses sens. Donc l'idée est bien entendu d'observer fondamentalement. Quel directeur industriel n'a pas au premier regard posé sur son outil de production vu des dysfonctionnements? Quel directeur général, en rentrant dans une salle de réunion, n'a pas observé des dysfonctionnements de communication au sein de son COMEX? Donc l'observation est importante. L'écoute va être fondamentale. Il est clair qu'aujourd'hui, sur on va dire une gestion émotionnelle du sujet du Covid, l'écoute est particulièrement indispensable, et notamment aussi pour écouter les signaux faibles qui sont parfois difficilement perceptibles. L'idée est aussi de pouvoir retranscrire un discours de vérité. Le management de transition, c'est aussi ce que ça permet. C'est-à-dire que cette vérité-là n'est pas toujours, on va dire, audible et entendue. Et plus globalement, le manager de transition va identifier et s'appuyer au quotidien sur l'ensemble des énergies qui vont pouvoir mettre l'organisation en mouvement. Donc rapidement, se faire une idée peut-être en fonction des sujets, de ceux qui seront des leviers de l'action qu'on est en train de développer. Une question quand même, là pour le coup, du contexte que nous vivons actuellement. Comment on fait pour mener ces observations avec la contrainte de la distance? Il est évident que ça n'a pas simplifié la tâche de nos managers, mais il est fondamental, et le focus que Grand Alexander souhaitait mettre aussi sur les qualités qu'on souhaite déceler chez nos managers, sur cette acuité sensorielle, est fondamental, et ça a été un vrai facteur clé de succès dans cette période-là. On a démarré de nombreuses missions dans des organisations qui étaient quasi 100% en distanciel, et le feedback de nos clients est très bon, ce qui prouve bien que cette acuité est fondamentale, et on va continuer de se tourner vers des leaders qui incarnent cette logique-là. J'ajouterais effectivement que dans un contexte comme ça où on est en distanciel, tu parlais de sens, Antoine. En fait, il faut encore démultiplier la capacité d'écoute et d'observation que nous avons quand nous entrons dans une mission, nous démarrons une mission. L'écoute, l'observation, c'est effectivement l'étape clé. Le diagnostic aussi, le partage du diagnostic, c'est également la deuxième étape clé. Et ça veut dire que tous ces capteurs que nous avions déjà, il faut les démultiplier parce qu'on est en distanciel. Et donc, c'est ça l'enjeu du contexte actuel.
Mais est-ce qu'on n'a pas parfois la tentation d'accélérer, d'aller un peu vite sur cette étape, justement parce qu'on a envie de passer à l'action? Comment on fait pour être sûr qu'on a pris le bon temps d'observation et d'écoute? Eh bien, le temps, et vous parlez de temps, c'est extrêmement juste, hein. Il faut prendre le temps au départ, il vaut mieux prendre le temps, et c'est vrai que le dirigeant, il est toujours assez, pressé qu'on lui propose un plan Voilà. d'action, et c'est vrai qu'il faut savoir résister, savoir prendre le temps du temps, pour, capter l'ensemble des signaux faibles et des signaux forts, se faire une idée, faire un portrait, je dirais, de la situation, et puis le restituer aux dirigeants. Prendre ce temps-là, à la fois de l'observation et de la restitution avec le dirigeant, pour être sûr qu'on est en phase sur le diagnostic et le plan d'action qu'on va mener. Et cette période, elle dure, en fonction des situations, des complexités, elle dure entre 15 jours et 1 mois, et c'est ça qui va nous permettre, en fait, de pouvoir, lancer la mission véritablement. Merci Claudine. Didier, je m'adresse à vous. Claudine évoquait, cette relation, le duo un peu, avec le dirigeant, sur ses attentes, dans le contexte d'une mission. Vous, en tant que dirigeant, quand vous entendez les propos d'Antoine et Claudine, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quelle part vous prenez vous-même dans ces démarches-là, d'écoute, d'observation en continu, et peut-être quand une situation particulière, de crise, qu'elle soit positive ou négative, se présente au sein du groupe? C'est toujours le moment le plus difficile pour un dirigeant, c'est qu'à la fois on a la tête dans le guidon et il faut qu'on prenne des décisions rapides, efficaces et opérationnelles, et en même temps on a besoin de réflexion, de se poser, d'avoir les bons éléments pour prendre les bonnes décisions. Et en période de crise, ce qui se produit, c'est que tout s'accélère. C'est-à-dire que ce phénomène qui habituellement se pose, où on va chercher soit des expertises externes, soit en interne, où on réunit des groupes de travail, et en fait tout s'accélère. Et plus la crise est forte, plus elle est rapide, plus elle est violente, et plus on se tourne vers le dirigeant en mode un peu patriarcal, hein, un peu sauveur, en disant en gros, chef, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et effectivement, ce que disait très bien Claudine, il faut résister. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être rapide, ferme, et une décision qui soit admise et acceptée par tous. Et en même temps, il faut avoir le minimum de réflexion à poser pour avoir l'adhésion de l'ensemble, on va dire, du groupe, que ce soit du CODIR jusqu'à l'intervenant à domicile, qui puisse comprendre pourquoi cette décision a été prise. Et c'est la partie la plus dure d'un dirigeant, selon moi. Oui, c'est quasiment la définition du rôle du dirigeant et des sujets de leadership qu'on aura le temps d'approfondir. Merci Didier, je reste avec vous puisqu'il y a un point, et là pour le coup on va s'appuyer sur votre expérience, votre vécu de la crise actuelle, qui est le fait de s'appuyer sur les équipes de management à l'ensemble des échelons. On parle plutôt là quand même des cadres dirigeants de l'entreprise. Vous avez choisi pendant la crise sanitaire très vite de constituer des pôles d'expertise, des pools, des équipes de managers à qui vous donniez les rênes de façon très opérationnelle et sur des prises de décision d'envergure très tôt. Est-ce que vous pourriez nous raconter, voilà, un peu comment ça s'est passé? À la faveur de quelle expérience, je dirais, vous avez choisi très vite de vous orienter vers cette solution, et les résultats qu'elle a amenés? Très simplement, hein, la crise sanitaire, vous imaginez, pour un métier de service à domicile où on doit se rendre chez les personnes, on a deux grands métiers. Hein. Le premier, c'est l'entretien du domicile, la garde d'enfants, le jardinage, qu'on appelle nous des prestations de confort. Bon, celles-là ne sont pas essentielles, hein, maintenant le mot est connu. Donc celles-ci, on les a stoppées il y a environ 1 an, enfin, elles ont repris depuis. Et puis on a celle du maintien à domicile de personnes âgées, et là, dans une condition sanitaire complètement ubuesque, sans masque, sans aucune protection, sans rien du tout, il fallait qu'on maintienne à domicile des personnes âgées, du lever, de la toilette, préparation de repas, etc. Et donc il fallait très vite décider sur tous les pôles, que ce soit logistique, RH, communication, juridique, etc., définir des expertises, parce qu'on a, donc nous sommes un réseau de franchise, hein, donc ce sont globalement des cadres de secteurs professionnels très différents qui ont choisi d'orienter leur carrière vers le monde sanitaire et social.
et qui ont suivi une formation de 3 mois chez nous au sein de la tête de réseau et qui ensuite ouvrent leur agence. Vous imaginez bien que ces professionnels, puisqu'ils sont des professionnels une fois qu'ils sont formés et qu'on les accompagne, le jour où il y a une crise, ils se retournent immédiatement vers vous en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes le sachant, dites-nous ce qu'on doit faire. Alors que clairement, nous sommes dans un réseau de franchise, donc il n'y a pas de lien de subordination. On est sur un appui, du conseil, de l'accompagnement. Et pour le coup, quand il y a crise, les liens sont reformés très très fortement. Donc juridiquement, il fallait qu'on soit très précautionneux de nos conseils. Et donc, il fallait à la fois aller chercher des expertises auprès d'avocats, auprès de fédérations professionnelles, auprès de chambres de commerce, et que j'ai des pôles d'expertise, donc autour de 5-6 pôles, avec le principal cadre, on va dire, dont le sujet était son quotidien, qui va agréger des expertises et ensuite animer le réseau de franchise selon les sujets. Merci Didier. Alors, Antoine, témoignage très riche. Effectivement, dans le contexte de la franchise, avec le sujet d'une l'absence de lien de subordination, de l'indépendance, etc., des membres des différentes des franchises. Mais du coup, on peut complètement filer les choses pour adopter le même genre d'attitude de leadership et d'organisation de la structure pour la mettre en mouvement en période de crise, même si on est dans des relations plus directement de patron à salarié, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Plus globalement, générer en fait de l'engagement lorsque l'incertitude est forte, c'est quand même un challenge qui est rudement compliqué en ce moment. L'exemple que vient de donner Didier est particulièrement parlant de ce point de vue-là. Moi, je voudrais vous donner quelques chiffres. Une étude de l'INSEE publiée fin 2020 a mentionné en fait que 2/3 globalement des entreprises en France ont connu une décroissance supérieure à 10%. Et la même étude explique que dans le même temps, 80% de ces entreprises n'ont ni fait évoluer leur offre, leurs produits ou leurs services. Donc on voit bien que la logique de transformation, elle n'est pas automatique. Et l'objectif, c'est effectivement d'initier le mouvement avec des managers de transition qui sont des premiers de cordée et qui excellent dans ce domaine-là. Donc plus globalement, l'idée de générer de l'engagement, c'est aussi se poser la question, vous parliez du leadership, Marie-Hélène, qui est particulièrement important. Nous, quel type de leadership chez Grant Alexander on va rechercher? C'est un leadership qui va être axé autour de 3 notions fondamentales. La première, c'est le courage de dire les choses, d'affronter les challenges avec à la fois pragmatisme et ambition. La logique aussi, c'est de se mettre en mouvement. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, la troisième logique, c'est le positivisme, puisque l'idée, bien entendu, c'est aussi de montrer les logiques de progrès, de s'appuyer sur les points forts et plus globalement de mettre en musique les énergies positives au sein de l'organisation. Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est un vrai mental d'athlète chez Grant Alexander. C'est votre signature, ça, Antoine. On appelle ça l'athlete thinking. On considère nos managers de transition, et Claudine en est un exemple, comme de véritables athlètes de la transformation. Il y a un mot qui me vient, c'est la solidité. C'est la solidité du manager de transition qui doit apporter, en fait, qui doit rassurer également le dirigeant et qui doit apporter à ce dirigeant et à son équipe un repère dans un contexte qui perd ses repères, qui doit devenir le repère pendant un temps, qui doit aider au passage de cette période avec tout le courage, l'écoute et la solidité qu'on attend d'un manager de transition. Et je voudrais rebondir sur les propos aussi de Didier, et c'est intéressant ce qu'il disait sur l'accélération qu'a produit en fait et la concentration en mode presque commando organisé ainsi par Didier. C'est la bonne méthode, c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire, mais ça veut dire aussi que quelque part Didier avant a pu mobiliser et a pu mobiliser justement les énergies, peut-être pas au rythme qu'il l'a enclenché dans un deuxième temps, mais ça veut dire qu'il a déjà créé cette synergie, cette transversalité et ce sens, et a donné ce sens pour que les énergies puissent se mobiliser et se capter sur un enjeu particulier.
Oui, donc en fait, ouais, il a hérité, il a pu accélérer. Ah, Didier, on parle de vous. Il a pu capitaliser sur une dynamique nécessairement enclenchée avant, parce Tout que à sinon fait. il n'aurait pas pu aller aussi vite. Est-ce que ça vous arrive d'arriver dans des organisations dans lesquelles vous n'avez pas ce terreau fertile? Il faut essayer de le créer. Est-ce qu'on peut vraiment le faire d'ailleurs si on a une mission avec une durée limitée? Et toutes les entreprises n'ont pas la même maturité sur ce sujet? C'est exact. Et puis tous les dirigeants n'ont pas cette force et cette capacité à, je dirais, créer de la transversalité. Et pourtant, c'est la bonne façon d'aborder les choses, puisqu'en cas d'urgence ou en cas de crise, c'est comme ça qu'on arrive à tenir et à se rassurer autour de l'objectif. Et quelque part, c'est aussi le dirigeant qui peut avoir des habitudes de management, j'allais dire en étoile, et il va falloir que progressivement on l'accompagne pour qu'il arrive à manager en fait en transversalité. Et c'est encore plus vrai dans les fusions-acquisitions, hein, c'est vraiment essentiel de pouvoir créer de la transversalité pour se porter vers un objectif commun. Globalement, je trouve que ça pose très bien aussi l'enjeu des actions en fait qu'on mène au quotidien. Et c'est vrai que nous, on recommande et on accompagne nos managers de transition dans l'exigence de dire qu'est-ce qu'on fait en fait au quotidien, c'est quoi notre boîte à outils. Il y a 3 éléments en tout cas fondamentaux, c'est la communication, clairement, les enjeux de travailler la proximité. Didier en a parlé, Claudine l'a souligné, était fondamentale dans cette période-là. L'idée de donner confiance aussi. Communiquer, c'est aussi pouvoir débriefer, c'est faire des bilans d'étapes, ça c'est particulièrement important. Et puis l'idée, c'est de clarifier, parce qu'il y a des enjeux d'ajustement, et puis notamment durant la période quand on est en distanciel, cette logique de point d'étape plus régulier, peut-être avec une fréquence plus importante, c'est ce qui permet de développer d'abord l'énergie individuelle, et ensuite en logistique systémique, de travailler sur les synergies. Et je trouve que l'exemple donné par Didier est très parlant, c'est que diffuser de l'énergie à grande échelle quand on sait que les gens sont majoritairement soit chez eux ou en alternance télétravail et présentiel, c'est particulièrement difficile. Donc l'enjeu est plutôt de resserrer les équipes sur des équipes plus agiles, des binômes, des trinômes pluridisciplinaires qui ont à la fois une totale autonomie, des responsabilités pour décider et pour avancer. Et puis on a parlé aussi de l'accompagnement du dirigeant, mais aussi c'est intéressant de voir que un dirigeant, il peut être aussi connecté à d'autres environnements et qu'il peut s'appuyer aussi à la fois sur l'interne et à la fois sur l'externe. Et ça, on a prévu d'y revenir parce qu'il y a l'énergie des collaborateurs, des équipes, et puis il y a l'énergie de l'équipe de direction, et il ne faut pas qu'elle s'essouffle au cours du projet. D'ailleurs, on va prendre ce sujet du temps et de comment on fait pour conserver la dynamique, pour conserver cette fameuse énergie qu'on a donc quand même réussi à mobiliser et à accélérer dans le cours du temps, parce que alors spécialement vous avez des projets qui peuvent s'étaler sur 3 ans en général. Voilà, sur 3 ans. Ouais. Alors le mode commando, ça peut pas durer 3 ans, si? Comment on fait? Alors le mode commando, ça ne peut pas durer 3 ans. Il faut savoir alterner les accélérations et les moments de ralentissement. Et c'est ça aussi qu'on accompagne en termes de management de transition et qu'on apporte comme expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cristalliser l'énergie en permanence sur 1 année, 2 années, 3 années. Il faut savoir mobiliser pendant un temps, jouer avec le temps pour stabiliser et ralentir un peu pour mieux redémarrer. Et c'est vraiment ça sur lequel ça c'est un levier, hein, vraiment le temps. À célébrer aussi les étapes intermédiaires, Bien les sûr, petites tout à victoires. fait, absolument. C'est les rituels, c'est les petites victoires. C'est quand je parlais de transversalité, on la crée aussi par les projets transverses. Et donc, à la fois les rituels, la communication et tout ce qui est projet transverse permet justement de créer en fait un mouvement de fond qui va pouvoir accélérer ou ralentir en fonction justement du temps qu'on souhaite donner à ses dynamiques. Merci. Didier, je me tourne vers vous virtuellement. Sur ce sujet de maintenir la tension dans le temps, vous avez une dynamique de croissance en continu avec des phases d'accélération.
même question un peu que Claudine sur, le temps limité de cette attitude commando. Comment on fait pour, célébrer les étapes, s'assurer qu'on prend le temps nécessaire pour tout ceci? Et si vous avez envie de rebondir aussi sur les thèmes qu'ont développé Antoine et les enjeux de communication, allez-y. Alors, d'abord, effectivement, il faut comprendre que Generali les Services a une croissance quasiment de 20% chaque année. Donc, on fait partie de BPI Excellence. Et ça, c'est du coup devenu un ADN, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer une organisation par, j'allais dire par obligation, parce que tout doit être staffé, on va dire, pour répondre à une qualité de service attendue, que ce soit nos clients finaux, que ce soit nos salariés, nos franchisés. On a aussi des agences en propre, on a une dizaine d'agences en propre. Donc la capacité à faire évoluer, c'est un élément déterminant. Ensuite, je valide l'idée des rituels, parce que même pendant la crise sanitaire et même au début de la crise, on a maintenu nos séminaires, bien sûr, qu'on n'a pas fait en présentiel, et c'est pendant ces séminaires où on travaille des sujets de fond qui étaient externes au sujet sanitaire, où à chaque fois on valide telle ou telle réussite de tel franchisé, de telle agence, telle bonne nouvelle, et ça a permis de garder un fil conducteur et de ne pas comprendre que le franchisé vivait une autre période économique, mais qu'il était dans la même période économique avec une espèce de sujet à traiter, mais qui gardait cette dynamique de croissance, de développement, parce qu'on conservait finalement nos petits rituels habituels de réunions régionales, de séminaires, de conventions. Alors c'est vrai que ça avait un côté un peu étrange, hein, puisqu'il y avait aussi des moments où on déjeunait ensemble à distance, donc on gardait le côté très convivial, hein, mais dans un moment sanitaire où beaucoup se posaient des questions, mais ça avait un intérêt majeur, c'est de faire dégonfler un peu la pression individuelle et surtout de partager ensemble ces moments un peu difficiles, parce que aujourd'hui on est plutôt à la fin, on espère en tout cas, de cette crise, mais je peux vous assurer que quand on était au mois de mars, personne ne savait ce qu'il fallait faire, si on pouvait en mourir, si ça se transmettait à telle vitesse, etc. Et nos propres salariés étaient en danger de mort, pour dire les choses clairement. Et donc, évidemment, chaque responsable d'agence était directement impacté, était pénalement responsable des actes de ses salariés. Et je vous assure qu'il y avait une pression qui était extrêmement forte, qu'il fallait gérer, mais qu'il fallait aussi accompagner dans la durée, ce qu'on disait, pour permettre que l'activité redémarre. Et dès le mois de juin 2020, nous avons refait nos plus hauts historiques en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on voit la résilience d'un modèle, la capacité à redémarrer aussitôt sans avoir vidé les batteries, en conservant un niveau de confiance au plus haut. Et voir ce que disait Antoine, nous avons créé des nouveaux services comme le nettoyage sain, c'est-à-dire une désinfection du logement, des partenariats avec Monoprix pour les livraisons de courses avec des prépaiements en la caisse pour éviter les allers-retours, et ce qu'on appelle Vaccin Tranquille, qui est une prestation d'accompagnement du senior jusqu'au lieu de vaccination, avec une prise en charge totale du rendez-vous jusqu'à l'accompagnement à domicile. Donc on a innové pendant cette période et ça a permis à nos agences de garder un niveau de confiance très élevé. Merci beaucoup Didier. Antoine, peut-être en commentaire sur ce témoignage de Didier, il y avait beaucoup de choses et puis ça va nous amener à ce qu'on voulait faire à cette étape-là, c'est-à-dire se tourner, faire un petit focus sur le dirigeant et son équipe de direction et leurs propres enjeux. Je vous laisse me dire ce que ça évoque chez vous, tout ce qu'a évoqué Didier. Le leadership incarné par Didier est assez remarquable parce que je souligne la vérité aussi du discours. Claudine est d'accord. Didier, tu ne me contrediras pas. Mais globalement, il y a quand même une vérité, il y a la volonté de ne pas se cacher derrière un sujet qui émotionnellement est quand même très chargé. Hein, la capacité de dire, voilà, on est en danger, oui, certes, mais l'idée, c'est pas non plus de se focuser simplement sur les énergies qui sont un peu, on va dire, négatives, anxiogènes, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on alterne sur une logique de tempo, hein, c'est ça fondamentalement, sur ces logiques de temps fort qui justement réclament beaucoup d'engagement, d'efforts de la part des équipes, et avec des temps faibles sur lesquels on réintègre du fun, du plaisir avec les moyens qu'on a à disposition à ce stade, mais qui permettent de réorganiser et de réénergiser l'organisation.
Et c'est vrai que chez nous, c'est une notion aussi fondamentale chez Grant Alexander, c'est d'une part d'énergiser le manager de transition aussi dans le cadre de la mission, parce que lui-même mobilise aussi beaucoup d'énergie. Donc, il peut y avoir aussi des facteurs risques de ce point de vue-là. Et avec nos clients, on balise aussi fondamentalement cette alternance de temps fort, temps faible qui doit se dérouler tout au long de la mission. Et nous parlions de rituels pour créer des repères, en fait, pour justement emmener cette lame de fond. Et entre les temps forts et les temps un petit peu plus, je dirais, faibles, ou en tout cas la stabilisation, il peut y avoir aussi une reconnaissance de ce qu'on a réussi. C'est-à-dire, on a eu une situation d'urgence, on a une situation de crise, on s'est mobilisé, et mobiliser les énergies, c'est aussi reconnaître nos succès, notre capacité à justement agir dans l'urgence, ou en tout cas être agile et créatif ensemble dans un collectif. Et c'est ça qui emmène en fait les énergies, c'est aussi des succès. Oui, bien sûr. Alors, donc, on en arrive au point que j'ai annoncé, c'est-à-dire l'énergie du dirigeant lui-même et de son équipe de direction très rapprochée. On a vu les études sortir ces derniers temps sur quelques risques psychosociaux spécialisés sur la personne du dirigeant qui porte beaucoup sur ses épaules. Didier, c'est encore vous? C'est vous le dirigeant de service sur ce panel. Comment on fait du coup pour échapper à ces risques, en tout cas les gérer, ne pas s'enfermer dans une gestion de crise qui épuise trop, conserver sa propre énergie? Alors moi, j'ai une hygiène de vie qui est très particulière, c'est que je prends toujours du plaisir au quotidien, c'est-à-dire que je fais de chaque inconvénient, problème, nuisance, je la transforme toujours en opportunité. Voilà, c'est ma manière d'être depuis longtemps. Il faut dire qu'on est dans un secteur très particulier, le service à la personne, où l'instabilité juridique fiscale a été permanente. Elle s'est calmée depuis 5 ans et maintenant on va vers des très bonnes nouvelles de crédit d'impôt immédiat et de permanence, on va dire, dans les dispositifs fiscaux. Mais moi qui ai créé l'entreprise il y a 22 ans, d'abord, il n'y avait pas d'entreprise dans le secteur à l'époque, il n'y avait même pas de TVA. Donc, j'ai en fait connu, je suis passé à travers les gouttes, étonnamment, et ce qui fait que j'ai un état d'esprit en permanence où je m'adapte, mais c'est très personnel, où je m'adapte à toutes les situations un peu difficiles, et je me demande même si c'est pas dans ces moments-là où je suis le meilleur. Alors là, on ne peut pas vous dire, on ne vous connaît pas encore assez. On avait aussi parlé en préparant cette table ronde de tout ce que vous allez rechercher comme ressources dans les différents cercles. Vous avez évoqué en vous présentant la fédération, mais vous avez des cercles et des clubs plus ou moins formels qui sont des relais d'énergie pour un dirigeant. Racontez-nous un peu. Je sais, je suis au courant. Le club des franchiseurs de l'Anjou. Bah oui, c'est toujours vous. Non, mais comme je vous voyais pas en face de l'Anjou. Ok. Oui, effectivement. Donc, chambre de commerce, c'est très formel. Pour le fait, il y a quand même des cercles d'entrepreneurs sur des secteurs d'activité très différents, de tailles d'entreprises différentes. C'est extrêmement enrichissant. Mais nous avons créé effectivement en Anjou, je rappelle qu'Angers étant la plus belle ville de France, l'Anjou, c'est le département de Maine-et-Loire. Ça, c'est fait. Nous avons créé un club des franchiseurs, c'est-à-dire nous sommes une douzaine d'entreprises qui développons des réseaux de franchise, dont le siège est sur Angers, et dans des domaines extrêmement différents. Et il se trouve qu'on a voulu que ces réunions soient semi-formelles, c'est-à-dire qu'on fait venir un expert à chaque fois, mais globalement, dès que c'est fini, on repasse en mode un peu fun, où on échange sur nos projets, nos difficultés, sans filtre, puisqu'on se connaît maintenant bien et qu'on a confiance les uns dans les autres. Et donc, du coup, ça permet effectivement de traiter des sujets de manière très informelle et ensuite d'en amener une expertise dans un deuxième temps, qui n'est pas ce temps fun, on va dire, ce temps plus libéré, pour après amener telle ou telle expertise dans une prise de rendez-vous qu'on aurait fait parce que tel ou tel a des difficultés. Donc, on a au sein de notre réseau des entreprises qui sont actuellement en redressement judiciaire, mais pour le coup qui tiennent la route, mais c'est très compliqué pour elles. Et puis, on a des entreprises qui étaient dans leur zone de confort et qui, l'exemple qui me vient en tête, je vous donnerai évidemment pas le nom, mais une entreprise qui fait 300 millions d'euros,
qui développaient plus du tout de magasins, ne savaient pas pourquoi. Et effectivement, au détour d'un verre d'Anjou, d'un Champigny ou d'un Crémant de Loire, on a appuyé là où ça faisait mal. Et les dirigeants ont pris conscience effectivement que le sujet était bien plus important qu'ils n'imaginaient. Et ensuite, ils ont démarré à la suite de ça un très long processus qui a duré plus de 3 ans, effectivement, comme disait Claudine, sur lequel ils ont modifié beaucoup d'éléments, dont le modèle économique de leur entreprise, pour effectuer un redémarrage. Et parce que le conseil et la vision de leurs confrères étaient sans filtre, désintéressés et avec un regard bienveillant. Voilà. Merci Didier. Alors, beaucoup de choses là encore, Antoine, dans le témoignage de Didier. Effectivement, on le dit souvent, le principal ennemi du dirigeant, c'est la solitude, l'isolement. Donc, il y a ces relais plus ou moins formels qui jouent un rôle en réalité central dans sa capacité à tenir le cap. Oui, tout à fait. Il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué, qui est sorti d'une étude qui a été publiée par le cabinet DDI, qui est une étude mondiale sur le leadership, qui a interrogé 16 000 managers et leaders sur 75 pays, sur les 10 raisons en fait, qui empêchent les dirigeants de dormir. Et en fait, il y en a 1 sur 2 qui se dit absolument pas serein pour affronter les challenges et les défis à venir. Donc en fait, ce qu'a témoigné aussi, ce qu'a montré Didier sur son cercle angevin, c'est aussi l'enjeu de l'ouverture, fondamentalement. Alors bien sûr, les clubs de réflexion peuvent le permettre, mais aussi d'un point de vue culturel, l'ambition, la mission d'un cabinet comme le nôtre, fondamentalement répond aussi à ces attentes-là. Et notre vocation, c'est d'être à leur côté pour les accompagner sur leurs problématiques. Claudine, comment on fait pour essayer de créer ces espaces d'ouverture au sein de l'organisation, sans forcément, bien sûr, vous pouvez inciter l'ensemble du CODIR à prendre l'habitude de sortir, s'ouvrir, et C'est ça. bien sûr, mais est-ce qu'on peut essayer de créer une dynamique tout aussi favorable à l'intérieur de la structure? Alors, je pense que le contact avec l'extérieur, le relais avec l'extérieur est essentiel, à la fois, comme vous disiez, pour le dirigeant, mais aussi pour son équipe de direction, puisque c'est là qu'on va puiser des nouvelles énergies, des nouvelles façons de voir, et ça va donner en fait une posture à la fois aux dirigeants et à la fois à l'équipe de direction, une capacité à sortir du cadre pour innover, créer d'autres façons de voir les choses, se décaler par rapport à son quotidien. Et c'est vrai que c'est ça le challenge, hein, c'est de garder en fait une certaine fraîcheur de regard, un certain recul, une métaposition comme on dit, pour toujours avoir cette capacité à regarder les choses avec ouverture et innovation, en fait, avec un esprit, un open mind, hein, comme on dit dans les groupes internationaux. C'est absolument fondamental. C'est ce qui fait que quand on se nourrit de l'extérieur, on peut effectivement aborder, je dirais, l'interne et aborder, porter ses responsabilités avec plus de, je dirais, d'ouverture et de décontraction presque, hein, c'est-à-dire le recul permet d'aborder les sujets différemment en interne. Pour répondre à votre question, comment on se nourrit de ça? Eh bien, avec du sens déjà. Il faut donner du sens à ce qu'on fait, la vision, hein. Le dirigeant, là, pour le coup, est très important, et l'équipe de direction aussi. Et si on construit la vision avec son équipe de direction, on peut emmener. Et c'est ça qui va faire que régulièrement, on s'interroge sur la vision stratégique. Si on ne fait pas cet exercice de style, on perd un peu justement on risque de perdre cette énergie. Merci Claudine. On est un peu allé au bout de ce qu'on avait prévu de développer déjà, et donc on va commencer ce temps de questions-réponses. J'ai 2-3 premières questions. N'hésitez pas à en adresser en complément. D'ailleurs, la première, je pense que c'est pour vous, Claudine, parce que vous avez évoqué le management en étoile. Donc, il y a une question qui vous demande de préciser ce que vous mettez derrière cette notion. Et par opposition au transversal. Absolument.
Alors, le management en étoile, c'est un dirigeant en fait qui va travailler avec l'un puis avec l'autre de ses membres de direction sans faire la connexion entre les deux. Et donc, forcément, à un moment donné, il va y avoir peut-être 2 personnes qui vont travailler sur les mêmes sujets. Et ce fonctionnement en individuel, en one-to-one, si je pourrais dire ainsi, ne va pas créer du coup cette émulation au sein de l'équipe de direction et probablement va avoir un impact sur l'énergie du corps social, en fait, de l'interne aussi. D'accord. Est-ce que Antoine, peut-être si vous voulez compléter là-dessus sur parce que vous avez évoqué un peu ce que comment dire, une sorte de philosophie du management comme vous l'entendez chez Grant Alexander, donc pour répondre à cette question sur le management transversal. Oui, ben, la question centrale, c'est de se dire à quoi on sert à partir du moment où on s'énergise. C'est surtout de le communiquer en fait. Et ce que décrit en fait Claudine, et la question que vous posez, c'est ce que nous on va rechercher, c'est globalement les qualités qui permettent de développer cette systémie au sein de l'organisation. Et en fait, globalement, Didier l'a très bien décrit. Et il y a de nombreuses entreprises qui ont été face à des difficultés structurelles, fonctionnelles sur leur marché, mais parce qu'ils sont capables de se confronter avec beaucoup de pragmatisme et d'ambition par rapport à leur challenge, et ben en fait, ils ont une énergie qui leur permet d'avancer, de se transformer, puis de capturer aussi des signaux qui leur permettent de réajuster le tir. Il ne s'agit pas de se dire on arrive tout de suite à une finalité. Il y a vraiment une notion de processus et un chemin en fait de transformation qui doit être mené. D'accord. Alors, si c'est pas toujours pas clair pour la personne qui a posé la question, qu'elle n'hésite pas à en poser une en complément. Voilà. Alors, un autre sujet sur lequel, pour le coup, vous pourriez répondre tous les trois, chacun avec votre angle de vue, qui est comment on maintient la communication en cas de difficulté économique. Donc, je pense qu'en fait, on a pas mal développé nos sujets plutôt dans une perspective de transformation ou d'accélération de croissance côté Didier. Mais bon, il y a le sujet de la tension économique et je me dis qu'on peut peut-être élargir cette question sur globalement, c'est vrai quand la communication transparente, etc. La limite, ou en tout cas là où il y a les points de friction, c'est quand il commence à y avoir des difficultés économiques, que peut-être elles ne sont pas encore claires pour le dirigeant lui-même. Et donc, quel niveau de transparence et de communication on peut maintenir dans un contexte plus difficile? Alors, lequel veut se lancer? Didier, vous avez le droit aussi, si vous voulez. Je pense que c'est intéressant d'entendre. Allez-y. Le plus difficile pour moi, c'est la capacité à entendre les choses, c'est-à-dire la maturité en fait de la personne qui va entendre les difficultés et qui va pouvoir digérer l'information, qui va nécessairement être anxiogène. Et en même temps, en ne traitant pas ce sujet, vous créez un événement encore plus fort qui est le bruit de couloir, les on-dit, etc., qui souvent sont bien plus dévastateurs que la vérité elle-même. Donc, ce sujet est très sensible. C'est un niveau d'information qu'il faut graduellement adapter à la personne qui entend. Mais c'est clair que ça doit venir du dirigeant, puisque c'est la viabilité ou en tout cas la pérennité du système qui est en jeu. Donc, le dirigeant doit s'en emparer très vite. Mais ensuite, il doit donner un niveau d'information différencié en fonction de la personne qui entend. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord sur le niveau parce que non, alors qui Antoine? Ouais. Moi, je vais dissocier deux cas de figure parce que il y a probablement certains de nos clients qui sont sous des enjeux de communication autour de leurs résultats financiers qui sont assez cadrés. J'ai passé plus de 15 ans dans des groupes multinationaux dans lesquels le freeze de communication sur les résultats, il appartient d'abord au groupe, au leadership team. Et donc, il y a des périodes pour ça. Quand on est coté en bourse, ça peut avoir quelques effets. Pour ceux qui sont déchargés de ces enjeux-là, moi, je rejoins complètement Didier. Il n'y a rien de pire que de se voiler la face. C'est déjà ce qui va probablement générer des logiques de procrastination, des logiques aussi de ne pas vouloir voir la réalité en face. Et c'est généralement là que se posent des problèmes. C'est plutôt en les affrontant, alors parfois avec, je vous dis encore une fois, beaucoup de courage, de vérité. Il faut aussi pouvoir exprimer, quand on est dirigeant, le fait que tout ne se maîtrise pas à son niveau et qu'il y a un enjeu, c'est de se mobiliser avec les équipes pour justement retourner, inverser la tendance. Claudine connaît très bien ces cas de figure. Les managers de transition sont souvent rompus dans
ce contexte, ce type de contexte-là, les logiques de retournement, c'est d'abord l'énergie à partager et ça passe d'abord par une photo relativement fidèle de la situation. Et le parler vrai, je pense que c'est important en fait, avec, comme disait Didier très justement, en fait, une communication différenciée. Et puis différencier, mais toujours avec l'idée qu'on donne en fait des éléments de compréhension du contexte, parce que encore une fois, si on veut mobiliser les énergies autour d'une problématique particulière ou d'une difficulté particulière, si on ne parle pas vrai, on ne va pas réussir à le faire. Donc c'est fondamental ce que disaient Didier et Antoine sur la communication, le parler vrai et l'adaptation en fonction de l'évolution des événements, être presque des fois dans la dentelle pour comprendre à qui ou comment ou dans quelles circonstances on doit communiquer quoi. Mais toujours communiquer, même si c'est pour dire qu'on n'a rien à dire. Voilà, mais belle synthèse. Alors, il y a une question sur comment on compose des équipes efficaces. C'est vrai qu'on tourne autour de ce sujet, comment on mobilise les énergies. Derrière, il y a aussi de savoir bien construire des équipes de travail, des équipes projets. Alors, je sais qu'il y a des théories sur avoir toujours un historique qui connaît très bien, mais un nouveau qui va apporter un peu le regard neuf et l'esprit d'innovation. Peut-être vous, Claudine, vous devez souvent voilà, vous plonger dans cette thématique. Alors, qu'est-ce que vous diriez peut-être deux, trois grands principes directeurs de ça? Je dirais que tout d'abord, c'est aux dirigeants de constituer son équipe, à la fois au regard de ses enjeux et puis de sa façon aussi de fonctionner ou de manager lui-même. Et donc, fort de cela, il va effectivement devoir emmener son comité de direction, son COMEX, vers le sens, vers la vision d'entreprise. Et celle-là, elle est très, très, très mobilisatrice. La transversalité, on en a parlé aussi. Voilà, c'est une construction faite à la fois de communication, de transversalité, et puis de se connaître aussi comme dirigeant, c'est-à-dire de savoir en fait de ne pas rêver au profil idéal parce que ça n'existe pas, mais de savoir composer son équipe en fonction de soi et en fonction des enjeux de l'entreprise, en mixant les profils pour que ça soit ça crée de la complémentarité. Et il faut peut-être aussi parfois la remettre en question, cette composition, savoir identifier que ça ne fonctionne pas comme prévu et rebattre les cartes. Au gré des transformations, et on a parlé de temps aussi, hein, notamment dans les transformations liées aux fusions. Hein. Parfois, la greffe prend et puis parfois, elle ne prend pas. Et dans ce cas-là, il faut savoir regarder les choses en face et puis parler d'adulte à adulte avec son équipe pour regarder la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Soit un nouveau plan d'action, soit se réajuster en termes d'individus. Je crois qu'il y a plusieurs formules pour faire cela. Antoine, peut-être sur la bonne personne dans la bonne équipe composée de la bonne façon. En 10 points clés, s'il vous plaît, et avec la slide. Non, retour d'expérience, parce que fondamentalement, le réflexe qu'on a tous, que le nombre de dirigeants d'équipes ont tendance à effectuer, c'est d'abord de composer des équipes qui sont un peu à leurs images. Oui. On va être rassuré par des gens qui raisonnent comme nous, qui ont à peu près les mêmes prismes, les mêmes filtres. Ça a forcément beaucoup de vertus, hein, parce que ça emmène une dynamique globale. Mais quand même, quand je regarde dans le rétroviseur, après 15 ans, et quand je regarde les situations, il n'y a rien de plus enrichissant que d'aller sortir de sa zone de confort, de savoir se remettre en question. C'est fondamental, y compris quand on est à la fonction suprême dans une entreprise. Et ça, en fait, il faut pouvoir du coup composer un mix qui est un tout petit peu différent. Alors, bien sûr, après, il faut aussi des principes clés d'organisation, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une bataille rangée entre voilà, des points de vue qui seraient à aucun moment convergents. Mais je trouve, et le conseil que je porte est plutôt de travailler sur une diversité. C'est ce qu'a décrit Claudine, et je pense que c'est clairement vecteur de performance.
Et quand je vous écoute, j'entends que vous êtes dans un groupe qui fait aussi beaucoup de recrutement, parce que le côté ne pas reproduire le modèle, savoir ouvrir, c'est forcément des enjeux très actuels, Tout à fait. des sujets de recrutement. Didier, alors même question, la Dream Team, je la compose comment et comment je me rends compte quand elle n'est pas si dreaming que ça? Ouais, moi, je veux tacler un petit peu Claudine et Antoine parce qu'on va bientôt se quitter, alors il faut que je joue un peu. Et c'est la vision idéale des consultants, c'est qu'on ne choisit pas vraiment toujours ses équipes. D'abord, on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions financièrement. Ensuite, le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, c'est très compliqué. Alors, heureusement qu'il y a des cabinets de très haut niveau qui nous accompagnent, mais quand même, on n'a pas toujours le choix du roi, et donc on doit composer avec les talents du moment, ça c'est clair. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de cette petite plaisanterie. En tout cas, ce qui est évident, c'est que le dirigeant doit toujours avoir une longueur d'avance pour comprendre où il doit emmener ses équipes. Et donc, quand il recrute une personne, il doit savoir qu'elle doit être à la bonne place dans 2, 3, idéalement 4 ans, euh, par rapport à une organisation. Alors moi, je suis dans une logique de croissance permanente qui est toujours très compliquée, c'est-à-dire qu'il y a de la tension humaine, il y a de la tension financière, il y a il y a un surcroît de travail en permanence, c'est-à-dire je redistribue les postes, on va dire les expertises et les attendus de chacun des postes. C'est-à-dire que la DRH d'aujourd'hui ne sera pas la DRH dans 3 ans, et idem pour le DAF, ce qui rend encore plus compliqué mon travail. C'est-à-dire que moi j'ai démarré, on était 2 dans l'entreprise, voilà, 2500 aujourd'hui, une trentaine de cadres dirigeants, et à chaque fois les difficultés majeures, ça a été de embaucher la bonne personne et surtout de réussir à la faire évoluer et à un moment donné de se dire les choses parce qu'elle n'était plus la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et c'est plus difficile pour un dirigeant. Claudine, vous vouliez rebondir? Exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut adapter en fait son équipe, mais aussi lui donner la chance de réussir. À un moment donné, l'entreprise, elle passe des caps, des cycles. On connaît les cycles de l'entreprise. Et je crois qu'il faut être clair sur le fait qu'à un cycle de démarrage, de création d'entreprise et à un cycle de stabilisation, de maturation d'entreprise, on n'est pas dans les mêmes dimensions, on n'est pas dans les mêmes enjeux. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais, je dirais, ce dialogue d'adulte à adulte, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, de par son profil, dans une équipe de direction, réussi à faire sa part du travail sur je co-construis l'entreprise et en même temps, à un moment donné, il y a une adaptation à jouer et c'est vraiment là où le manager de transition a toute sa force, c'est que lui, son rôle, c'est de faire les passages entre les cycles de l'entreprise. Souvent, c'est souvent les contextes comme ça et c'est vrai que laissons la chance, mais en même temps, sachons dire que se parler pour se dire que l'entreprise et les enjeux ont trop évolué pour maintenir l'équipe de direction en l'état. Bon, on a fait un bon tour sur ce sujet-là. Il y a une question un peu large, mais en fait, c'est sûr que c'est très actuel et c'est aussi une question de mobilisation des énergies là maintenant dans le contexte qu'on vit, qui est sur ce que vous pensez de ce que les médias relaient sur le monde du travail d'après. Donc peut-être qu'on peut percevoir dans la question une pointe d'agacement, peut-être aussi savoir qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ce qu'on dit, parce qu'il y a forcément des vraies choses et des choses sur lesquelles on peut capitaliser pour générer de l'engagement des équipes, et puis probablement certains autres débats qu'on peut prendre avec un peu plus de recul. Antoine, je vous vois secouer la tête, Oui, je oui. pense que vous avez votre idée. Non, parce que la question est passionnante, Marie-Hélène, sur finalement, c'est de la problématique de tous les dirigeants aujourd'hui, c'est de se dire comment je réussis à avancer, alors que, le contexte d'incertitude n'a jamais été aussi important. Donc, en fait, la notion du temps, qui était une vision toujours portée à 3, 5, 10 ans dans les entreprises, aujourd'hui, elle s'est drastiquement quand même resserrée. Et la notion de cycle, dont Claudine a parlé, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans l'organisation du travail de demain. Il est très probable qu'on va vers une flexibilité, une agilité, on va dire, du travail qui va se renforcer. Nous-mêmes, on le porte, j'allais dire,
et je fais un clin d'œil à Didier parce que finalement, le TAC qui nous fait, moi, me permet aussi de présenter les attelages qu'on peut décrire au sein de Grand Alexander, où on peut travailler effectivement sur des logiques de temps plus courts, d'accompagnement du développement des startups. On le fait avec de nombreux de nos clients, et puis aussi en même temps travailler sur le temps long. Avec des logiques de chasse voilà, plus approfondies, plus développées, et puis aussi sur le développement de leurs compétences au travers de nos pôles de conseil. Donc je pense qu'on va vers effectivement une organisation qui va être différente. Après, je n'ai pas la vocation d'avoir une boule de cristal, mais je pense que ces éléments vont porter le marché pendant encore quelques années. Claudine, même question. Alors, je dirais que effectivement, le propre, c'est l'agilité, hein, c'est la capacité d'adaptation en fait à la fois que va insuffler le dirigeant, et pour insuffler en fait cette agilité et cette confiance, puisqu'on est dans un monde d'incertitude, c'est aussi de donner des repères, à la fois les repères actuels comme on a évoqué, c'est-à-dire je dirais les rituels et puis les quick wins qu'on peut donner à voir, et puis aussi le sens. Le sens est très important parce que le sens qu'on construit ensemble, pas seulement donc du coup le sens que donne le dirigeant, mais aussi qu'il co-construit, parce que lorsqu'on subit un changement ou une transformation, on est moins à l'aise que lorsqu'on est acteur de cette transformation. Et c'est ça tout l'art de mobiliser les énergies, c'est d'emmener en fait chacun vers sa propre mobilisation et aller dans le sens qu'on trouve, alors à la fois qui est donné par le dirigeant, mais que soi-même on peut se créer. Didier, je vous laisse la parole quand même là-dessus. C'est un peu agaçant ces propos médiatiques sur le monde du travail d'après, où vous trouvez qu'il y a des relais d'énergie, d'engagement des collaborateurs dans toutes ces réflexions? Eh bien non, je vais aller en contresens, c'est-à-dire que ils ont raison. On est rentré dans le champ des possibles. C'est-à-dire que cette crise sanitaire nous a montré que tout était possible. Même un scénario de science-fiction pouvait se réaliser sur un niveau mondial. Et que du coup, les bases, la stabilité, nos repères, il faut tout rabattre les cartes. Il n'y a plus de zone de confort sur aucun modèle économique. Alors moi, je le vois puisqu'on est passé d'une ouverture d'agence par mois à 2. C'est-à-dire qu'on a un afflux de cadres qui veulent changer de métier, qui cherchent du sens, de la valeur, qui veulent travailler pour soi, qui veulent une utilité dans leur travail. Ils sont prêts à s'investir beaucoup, à mettre de l'argent, mais ils veulent comprendre pourquoi ils se lèvent le matin. Le rapport à l'autre est différent, le rapport à l'argent est différent. Et je pense qu'on va être sur un marché du travail beaucoup plus flexible, comme le disait Antoine, beaucoup plus transversal, et qu'on va accepter de changer de secteur économique, de zone de confort, d'expertise, pour aller vers d'autres régions. On voit bien le marché de l'immobilier qui est complètement déstabilisé, d'autres régions, d'autres métiers, d'autres vies. Voilà, le champ des possibles s'est ouvert, et je crois que le monde du travail va être un des symboles de ce changement, de cette acceptation et de cette volonté de changement des Français. On n'est qu'au début. Je pense que la sortie de crise va encore plus accélérer ce phénomène-là. Merci Didier. Mais j'ai envie de rester sur ces mots puisqu'il est l'heure et le temps est passé très vite. Donc moi, je savais pourquoi je me levais ce matin. C'était pour faire cette table ronde à vos côtés, et c'était vraiment un plaisir. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci pour vos éclairages complémentaires. Merci Didier de chez vous également. Merci à tous les participants, à leurs questions. Et puis, on se retrouve bientôt pour une des sessions digitales de Décideurs RH. Et merci à Grand Alexander de nous avoir conduits à organiser ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Merci à tous.